Équipe de Actu Hebdo, fidèle au poste, vous, mesdames et messieurs, vous êtes au rendez-vous, et voilà, le magazine d'info de la mi-journée dominicale. Bablé Touré, on est là encore, bienvenue. Hein. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la besace? On a deux sujets, comme d'habitude, souvent, c'est vrai, on a 3 sujets, voire 4 même, selon l'abondance en tout cas de l'actualité de la semaine. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 sujets. Dimanche 13 octobre 2024, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Actu Hebdo de ce mois d'octobre. À l'ordre du jour de ce rendez-vous hebdomadaire, 2 sujets, comme je l'ai si bien dit. États généraux de l'ordre des experts judiciaires, également une opération d'immatriculation des parcelles. Pour parler amplement de ces 2 sujets, 2 spécialistes ont répondu à notre invitation. Comme premier invité, il est diplômé de l'école des hautes pratiques de Bamako, spécialité comptabilité et gestion, titulaire d'une maîtrise en finance comptabilité IUG de Bamako. Comme parcours professionnel, chef du service comptable de la SMERT Bamako, chef de division études et contrôle du ministère des Mines, de l'Hydraulique et de l'Énergie. Également responsable financier et comptable du Centre international pour l'élevage en Afrique, zone aride et semi-aride. Il s'agit ici de M. Siaka Almami Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Notre deuxième invité est ingénieur géodessin et en géo-informatique en Allemagne. Comme parcours professionnel, coordinateur du PAFOC, projet de gestion du patrimoine foncier communal. Il est aujourd'hui secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière. J'ai nommé ici colonel-major Chekina Djefaga. Bonjour. Bonjour. Voilà, Ibrahima Djombele, ce qu'on pouvait retenir brièvement sur nos 2 invités. Alors, nous passons au premier sujet, l'expertise judiciaire pour une saine distribution de la justice. Le sujet était au centre des États généraux de l'ordre des experts judiciaires du Mali. L'objectif est premier du genre. L'objectif est de faire l'examen de cette profession, la formation continue des experts judiciaires, leur rémunération, sont entre autres questions qui ont été abordées au cours de ces assises. Ces assises ont été suivies par notre reporter Chaka Konati. Après les avocats, les notaires, les huissiers et commissaires, c'est au tour des experts judiciaires de tenir leurs états généraux pour faire le diagnostic de cette profession et définir ses nouvelles orientations. Le présent état général ambitionne de dresser un état des lieux, des propositions, des réponses aux défis, plaçant l'expertise judiciaire au centre de la refondation de nos systèmes judiciaires. L'ordre des experts judiciaires donnera les moyens d'être au rendez-vous, à commencer par soutenir les initiatives et actions du ministre. Nous avons déjà posé le diagnostic et les réponses appropriées seront apportées. L'ordre des experts judiciaires a décidé de débattre avec les restes de la famille judiciaire du thème « L'expertise judiciaire au service d'une saine distribution de la justice », un thème pertinent et évocateur quand on sait que cette profession est peu connue du grand public alors qu'elle joue un rôle important dans les procédures judiciaires car elle donne des renseignements et avis techniques aux magistrats sur les dossiers que ceux-ci sont appelés à juger. Outre le rôle de l'expertise judiciaire dans la bonne distribution de la justice, les débats porteront sur la prise en charge des frais de l'expertise judiciaire. Tout en louant le rôle et la place des experts judiciaires dans la bonne distribution de la justice, qui justifie pleinement leur présence de plus en plus marquée dans les procédures judiciaires, je voudrais inviter chacun à s'interroger sur la problématique liée au coût de la justice, car la rémunération des experts judiciaires est un facteur limitatif pour l'accès à une bonne justice, pour ne pas dire une bonne distribution de la justice. Tout en reconnaissant le droit des experts judiciaires à être payés conformément à leur barème, il y a lieu de réfléchir à un mécanisme permettant de prendre en charge les coûts de leur intervention dans les procédures judiciaires,
notamment à travers la mise en place d'un fonds dont il conviendra de déterminer les modalités de financement et de mobilisation. Le président de la délégation spéciale de la commune 4 a insisté sur la formation continue des experts judiciaires, l'actualisation de leurs connaissances, le renforcement de leur collaboration avec l'institution judiciaire, un ordre désormais régi par une nouvelle loi en date de décembre 2023 qui renforce ses attributions et qui remplace celle de février 1988 créant cette organisation. Voilà. Retour en tout cas sur ce plateau pour parler amplement en tout cas de ce sujet. La première question est adressée d'abord au colonel. Alors, selon vous, un expert judiciaire, c'est quoi? Je peux dire un expert judiciaire, c'est un membre de la famille judiciaire qui est consulté durant les procédures judiciaires auprès des tribunaux. Donc, en fait, bref, là, c'est une définition très brève que je voudrais vous donner. Ok, le spécialiste sur le plateau. Voilà. Alors, Bablé, il va nous dire c'est qui exactement expert judiciaire, surtout au Mali. Peut-être que le rôle va changer d'un État à un autre, mais chez nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est quoi un expert judiciaire dans notre pays, le Mali? Je vais plutôt dire qui sont les experts judiciaires. D'accord. Parce que les experts judiciaires sont des professionnels de toutes les spécialités qui mettent une part de leur activité au service de la justice. Quand vous parlez de toutes les spécialités, quelles spécialités? Voilà. Avec le développement, je vais vous le dire plus tard, pourquoi la loi a été relue, pourquoi il y a eu des états généraux, parce que depuis 1988, nous existons par une loi qui, à force de ne pas être relue plusieurs années, est devenue obsolète et ne s'adaptait plus aux réalités judiciaires de notre pays. Comment devient-on expert judiciaire? Pour devenir expert judiciaire, il faudrait avoir au minimum un certain niveau, le niveau de la maîtrise ou de la licence. C'est-à-dire, M. Bablé Touré, journaliste, il peut devenir expert judiciaire? Oui, un expert judiciaire en communication. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Mais il va lui falloir quand même quelques éléments de la justice. Non, ce n'est pas que l'expert n'est pas forcément quelqu'un qui a une formation juridique ou judiciaire. L'expert est un technicien qui donne un avis technique permettant au juge de pouvoir résoudre le litige. D'accord. Je prends un exemple, vous venez de dire mon colonel, c'est mon colonel, major. Vous le dites, et les litiges fonciers, quand il y a en commun un expert géomètre ou un expert en la matière qui donne un avis technique. D'accord. Le juge n'est pas censé connaître ce que connaît un géomètre dans son domaine. D'accord. Un expert judiciaire est un spécialiste technique. Ok. Voilà. Et ça peut être de tous les domaines, toutes les disciplines. Je vais vous dire, M. Diombele, mettez-vous à l'aise, un expert judiciaire. L'expert judiciaire existe en balistique. Ah, d'accord. Il existe des experts judiciaires légistes, pharmaciens toxicologues, pharmaciens légistes, immobilier. Dans le domaine artistique, culturel, tout. Il y en a tout, très bien. dans tous les domaines. Ok, d'accord. Bablé? Ça, c'est une nouveauté pour moi, parce que je pensais seulement que ça concernait le domaine de la justice. Non. D'accord. Ok. Alors, maintenant, vous avez formé un ordre depuis quand? Et pourquoi vous avez mis en place cette organisation? C'est la loi 88. C'est la loi 8805 de 27 février 88 qui régissait l'ordre des experts judiciaires jusqu'à sa relecture, la loi 2023-058 du 21 décembre 2023 portant statut des experts judiciaires qui a amené plusieurs innovations. D'accord. Donc, depuis 1988, vous êtes là? Oui. D'accord. Et c'était pourquoi exactement? Il y avait besoin? Le besoin est toujours là. Il a toujours eu un besoin d'experts dans un dossier judiciaire. Ok. Comme je vous l'ai dit tantôt, il se trouve que dans la complicité des dossiers, il faut faire recours à l'expert judiciaire pour aider le juge à faire un avis. À quel niveau on vous fait appel exactement?
dans une affaire judiciaire? Un exemple quelconque. Bon, Expliquez. par exemple, je prends mon cas bien précis. J'ai eu à traiter le cas où quelqu'un avait confié ses bâtiments à une agence immobilière à gérer. Ils ne se sont pas entendus sur les montants à payer ou la manière de faire. Il est allé saisir le tribunal. Donc, ça, c'est une première manière de saisir. Un plaignant saisit le tribunal, qui, avant de dire droit, saisit l'expert judiciaire. D'accord. Parce qu'il n'est pas comptable, le juge. D'accord. Il Ok. n'est pas comptable. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de vous dans la chaîne judiciaire. On ne peut pas se passer de vous. S'il y a un aspect technique, il est indispensable de faire recours à un expert judiciaire. Vous êtes une fonction libérale? Nous sommes une fonction libérale. D'accord. Mais encadrée quand même. Par qui? Encadrée par le ministère de la Justice. D'accord. D'abord, notre ordre a un président. Et pour être, je vais vous le dire plus tard, quelles sont les conditions à remplir pour être inscrit. Et il y a des serments à prêter. Parlez-nous-en, c'est lui. Bon. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par votre domaine. Ah bon, d'accord, M. Diombele, tout Oui. à l'heure. Quelques conditions? Pour quelques conditions. Il y a la limite d'âge. Il y a l'âge, il faut avoir 35 ans. Il y a le diplôme, il y a le stage de 3 ans, sous l'égide de... Le diplôme, quel diplôme supérieur, forcément? Il faut forcément la maîtrise. D'accord, ok. Ok, Babé? Alors, aujourd'hui, vous avez dit, hein, l'ordre a été créé en 1988. Vous êtes au nombre de combien et pour un besoin estimé combien? Bon, Monsieur Bablé Touré, je ne saurais vous dire exactement au jour où je me trouve sur ce plateau pour vous dire le nombre exact des personnes inscrites au tableau de l'ordre, parce que il y a un tableau de l'ordre des experts judiciaires, parce que ce n'est pas notre ordre qui donne ces agréments, c'est le ministère de la Justice. Il y a des experts judiciaires en privé. Nous sommes en train de voir ce problème qu'on appelle des experts judiciaires dans la rue, qu'on veut baliser et les mettre là-dedans. Et justement, on a dit que nul ne peut porter le titre d'expert judiciaire s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Donc, je crois qu'avec la lecture des états, avec les conclusions des états généraux, on est en train de mettre un frein à tout ça. Colonel-major Diafara est là, peut-être qu'il a une question à faire, ou peut-être une contribution. En tant que citoyen, vous voulez savoir que... Bon, une contribution pour dire qu'on voit quand même qu'il joue un très grand rôle pour au moins éclairer les procédures judiciaires au niveau des tribunaux. Parce que nous voyons les cas dans les fonciers, ils font toujours recours aux géomètres experts pour apporter plus d'informations sur les litiges fonciers. D'accord. Donc voilà. Donc, mais si on remarque un peu, c'est qu'on les consulte pas en amont. C'est quand il y a des problèmes qu'on les appelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas les consulter, par exemple, dans l'opération, on va en parler, hein, votre sujet précis là, opération d'immatriculation des parcelles au Mali, et est-ce qu'ils ont été associés? Bon, pour le moment, c'est le début, mais je pense qu'ils ont été associés en amont. La loi domaniale et foncière qui a été ratifiée par le CNT en 2021, ils ont participé à l'élaboration de cette loi. Toutes les corporations ont été consultées. C'est également votre discours, c'est vrai? Oui. Vous êtes associé? Tous les ordres judiciaires. D'accord. Ok. Parce que le foncier, il y a le notaire, il y a l'expert judiciaire, il y a un peu tous les ordres judiciaires. D'accord. Mais vous consultez ça à un coup. Qui peut vous consulter? Tout le monde, l'État, les citoyens. Les personnes morales, les personnes physiques, l'État, les particuliers. D'accord. Parce que quand je prends un exemple terre à terre, parce que c'est les exemples qui peuvent édifier les gens. Hein? Et il est arrivé un jour que dans une attribution, je parle de mon domaine, il est valable pour tous les autres domaines. Je ne suis pas là pour parler seulement du domaine comptable et financier. Je parle de tous les domaines. Oui. Bon, il avait donné un marché à un client pour la réalisation des travaux dans une plaine de certes Kita. Après, on le redonne à une autre personne qui fait l'enregistrement de son marché, il paye des frais, il fait tout. Donc, les deux marchés ont été enregistrés. Ah bon? Et chacun a payé ses droits d'enregistrement. Et le droit d'enregistrement... Enregistré par qui? Payé à qui? Un marché, quand l'État ou des démembrements de l'État, on vous donne un marché, il est forcément enregistré au niveau des impôts. D'accord.
à 3%. Mais là-bas, on ne peut pas contrôler la véracité des documents. Des deux enregistrements. Non. Aux impôts, non. Ah, c'est pas. Et ils enquêtent seulement. Ils enquêtent. Ils n'ont aucun moyen de contrôle, de vérification. Oui. Mais ça, c'est un rôle qui est dévolu à qui? Qui doit prouver la véracité des documents? C'est nous, les experts judiciaires. D'accord. Si, par exemple, le plaignant, je viens par la suite, il est venu, il a fait un premier procès. Il a perdu avec, comme la partie qu'il a eu à le fouler avait pris un docteur en droit. Mais quand on lui a dit que, monsieur, il y a quelqu'un au tribunal qui dit, moi j'ai mon frère qui est expert judiciaire. D'accord, on a compris quand même que vous n'êtes jamais dans le préventif, mais dans le curatif. C'est bien cela? Oui. Ok. Ouais, Babli. Si on en vient par exemple au sujet, vous avez dit que l'ordre a été créé depuis 1988. Mais pourquoi attendre 2024 pour tenir les états généraux premiers du genre? Est-ce que ça veut dire que tout était rose, il n'y avait pas de problème? Très bonne question. Tout n'était pas rose. Malheureusement. L'ordre avait des difficultés à se faire remarquer sur la scène judiciaire. Donc, c'est à ce constat. Pourquoi cela? Parce que de 88, nous avons tenté il y a longtemps, de 88 à une certaine date, la loi s'est trouvée obsolète. Elle ne s'adaptait plus au paysage judiciaire. Donc on parlait donc on a tenté avec la cour d'appel, la direction de l'administration judiciaire du Sceau, on a trouvé que on ne pourrait pas, la texture de la loi 88 ne convenait plus. Donc on nous a renvoyé à la lecture, qui a pris du temps. Ça a pris près de 3 ans, 3-4 ans, parce qu'il fallait voir un expert. Et un expert, on nous a compté d'ailleurs M. Konaté, donc il fallait payer ses honoraires. Et tout le monde sait au niveau des ordres comment se font les paiements des cotisations et autres. On a eu des petits problèmes. Mais finalement, on a pu relire la loi. D'accord. Bon, en 2021, Dieu merci, en décembre. Et c'est en ce moment qu'on a fait les états généraux. Parce qu'on ne pouvait pas faire les états généraux avec la loi de 88, c'est pas possible. C'est une loi obsolète. Ok. Voilà, ce n'est pas le seul ordre, non? On a vu les avocats qui se sont réunis, on a vu les d'autres ordres, commissaires et tout le reste. Oui. Ça se situe dans ce cadre. Oui. Oui. Mais c'est un mouvement qui a été déclenché par votre département des tutelles d'ailleurs. Oui. Ok. Oui. Ok. Et de quoi avez-vous parlé exactement au cours de cette rencontre? Les points saillants. Bon, les points saillants, c'est l'Artem l'a même diffusé, les points saillants, on a dit les problèmes que nous rencontrons maintenant dans la gestion des dossiers au niveau des tribunaux. Comment se manifeste ce problème-là? Parce que nous ne sommes pas saisis, comme vous l'avez dit, qu'on est saisi en dernier ressort. Il faudrait être saisi en premier ressort. Mais comment voulez-vous dépasser le magistrat ou le juge dans son dossier tant qu'il n'a pas décelé des imperfections ou des choses qu'il ne peut pas résoudre, qu'il faut l'aide d'un technicien. C'est en ce moment qu'on nous fait appel. Il est obligé de nous faire appel. D'accord. Ça, c'est réglé. Oui. Ça, c'était sur la table. Oui. Disons que c'est sur la table. Oui. Bon, le ministre nous a promis, on versera ça, on nous met dans nos conclusions et les assises qui vont se tenir concernant tout le truc, tous les D'accord. Et quelle autre préoccupation? C'est les honoraires. Les honoraires? Oui. D'accord. Bon, quand tu parles d'honoraires, quand M. Diombele a besoin de me consulter, quand je parle d'honoraires, il arrête. Oui. Parce que c'est hors de portée. Bon, ça n'a pas été balisé. Le ministre a parlé du balisage des honoraires. Et mieux... Baliser, ça veut dire quoi? Il faut fixer des prix en fonction des dossiers. Des dossiers. Mieux, il a parlé d'un fonds au ministère de la Justice qui serait voté et dont on... Et qui vous sera alloué? Non, nous ne serons pas alloués directement, mais les conditions... C'est une proposition. D'accord. Les conditions de location seront déterminées. On n'a pas bien compris ces fonds. Il va servir à quoi? Par exemple... un fonds public? Oui. D'accord. Quelqu'un n'a pas les moyens de payer un expert judiciaire. Ok.
Des fois, dans certains pays, vous avez appris que quand quelqu'un ne peut pas prendre un avocat, Oui. on lui commet un avocat d'office. Absolument. Bon, on devrait le faire dans le cadre Dans le cas des experts judiciaires aussi. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'on voulait. Voilà. Ok. Et ça aussi, c'est une proposition. C'est une proposition. Ok. Mais c'est dans nos conclusions. Ok. Et troisième maintenant, on a dit les propositions essentielles qui sont une réponse essentielle aux problèmes les plus importants. Oui, les plus importants, on a demandé aussi à chaque expert judiciaire, on a même créé un site pour ça, pour savoir où trouver l'expert judiciaire, comment le contacter. Bon, comment le contacter, où le trouver, pourquoi le contacter en amont des dossiers. Okay. Donc, on a parlé de ce problème. Et finalement, la réforme essentielle, c'est que quand l'ordre a fait sans tabou ou sans complaisance, c'est là qu'une faiblesse. Bon, on avait pensé que c'était un ordre au rabais ou sous-ordre. Non, ce n'est pas ça. C'était un ordre sujet à une loi obsolète. Maintenant que la loi a été relue, et on est au travail comme si c'était un nouvel envol. Bablé. Oui, le thème choisi en tout cas pour ces états généraux, l'expertise judiciaire pour une saine distribution de la justice. Oui. Pourquoi le choix? Le choix, M. Touré, c'est un choix quand même bien fait parce que l'expertise judiciaire pour une saine justice, je viens de le dire tantôt que quand vous avez un dossier qui requiert la présence d'un expert judiciaire et on ne l'a pas fait appel, ça risque d'être un procès de mauvais goût. Pourquoi? La décision est rendue et une partie serait mécontente. Or, la justice a rendu au nom du peuple malien. Bon, nous sommes en incluant un expert dans le dossier qui a donné son avis technique au juge, qu'il a exploité, et ça peut permettre de garantir la paix sociale. Parce que nous apportons les preuves. Alors, vous ne savez pas exactement combien vous êtes, parce que tous ne sont pas inscrits à l'ordre. Il y en a qui vont travailler seuls. Mais nous sommes sûrs quand même que l'essentiel également est concentré à Bamako. Des experts judiciaires. On en rencontre à l'intérieur? Bon, presque pas. Il y en a peu. Je n'en connais pas. Ok. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas une insuffisance à votre niveau également? Je dirais oui, mais non. Parce que tous les autres professionnels, ce n'est que tout dernièrement que vous rencontrez les notaires dans les régions, dans les cercles. Ah, mais les experts on croyait que vous inspiriez des bons exemples. Non, je ne dis pas que ça, c'est normal. Mais parce que la majeure partie des affaires, on se trimballe en justice, c'est à Bamako. Où se tremble la majeure partie des choses. Et quand ça ne va même pas à Koutchala, vous êtes obligé de venir à la cour d'appel. Bon, des dossiers sont venus jusqu'à la Cour suprême. Donc, on va nous trouver ici. Ok. Donc, vous attendez, vous n'allez pas aux populations? Si, on va aux populations. Non, je vais aux populations. Je vais aux populations. Non, M. Koulibaly, quand vous dites, par exemple, l'un des objectifs, c'est de faire l'examen de cette profession. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Faire l'examen de la profession. C'est de déceler ce qui va dans la profession jusqu'à nos jours et ce qui ne va pas, ça c'est un examen. Et sans complaisance, ce qui n'allait pas, on l'a vu, dès qu'on nous a dit que la loi est obsolète, nous nous sommes attaqués à ça. C'était le premier problème. Sans la relecture de la loi, pas d'ordre, parce qu'elle ne peut pas travailler. Et chaque fois tu prends un avocat et tu dis que la loi elle est obsolète. Et là vous quittez la scène. Donc maintenant, avec la relecture, elle s'adapte au contexte judiciaire. D'accord. Et il va falloir combien de temps maintenant pour que cela soit effectif? C'est effectif. Ah bon, ça c'est effectif, ça c'est un acquis. C'est un acquis. D'accord. Oui. Alors, résultat maintenant de la rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Essentiellement, on peut retenir que l'ordre des experts judiciaires, après la relecture de la loi, a pris un nouvel envol. Et que tout le monde peut nous consulter et nous allons désormais dans les tribunaux chercher ceux qui ont des dossiers en souffrance. C'est ça notre travail. D'accord.
Et où vous trouvez? Nous avons un site. On a un site où chaque expert, avec sa spécialité, vous pouvez les consulter, numéro de téléphone, tout ce qu'il fait, son cursus, son domaine d'intervention. Et ceux qui n'ont pas accès à un site, il y en a aussi, ça existe. Ça existe, je suis d'accord avec vous. D'accord. Et un siège? Siège, oui, on a un siège. Le siège, on a un siège provisoire. L'État a promis de nous donner un siège qui n'est pas encore fonctionnel parce que avec le changement de département de l'habitat et autres, on croyait avoir déjà les clés. Mais les réunions se tiennent au cabinet du président de l'ordre des experts judiciaires en la personne de Modi Kantara Koulibaly. Ça veut dire que les acquis ne sont pas à hauteur de terre. Bon, vous n'avez même pas où vous rencontrer. Bon. Oui. Ça, c'est le fondamental. Il faut avoir un endroit où se rencontrer pour débattre. Siège, on est là-dessus. D'accord. C'est bien avancé. Et on espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Non, pas du tout. Ok. Alors, c'était une œuvre utile de tenir ces assises-là? Obligatoire. Pas seulement utile, obligatoire. Obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas? Que le paysage judiciaire malien vient d'être complété parce que c'est les seuls états généraux qui manquaient. D'accord. Parce que l'État doit faire une assise avec tous les autres professionnels. On ne sommes pas des moindres. Donc on manque à l'appel. Le ministre a dit il faut faire ça rapidement. On s'est mis, on l'a fait et ça a bien réussi. Et c'était essentiel, obligatoire, comme vous le dites, pour compléter les paysans là. Oui. Obligatoire. C'est la pièce qui manquait. Oui, c'est la pièce qui manquait au paysage. D'accord, Bablé. Oui, je pense qu'on peut passer au deuxième sujet. Ok, oui. allez-y. Pour parler en tout cas de ce lancement de l'opération systématique d'immatriculation des parcelles au Mali. La phase pilote concerne les 4 quartiers Zerni, Mednekoura, Kalabankoura Sud et Kalabankoura Plateau dans le cercle de Kati. Elle sera plus tard étendue à d'autres quartiers de Bamako et de l'intérieur du pays. Les explications ont été données au cours d'un point de presse animé par le ministre en charge de l'urbanisme. Le compte-rendu est signé Alousseni Touré. Le nouveau code domanial et foncier de la République du Mali prévoit comme seul document de propriété le titre foncier. Il vise la transparence dans le secteur du foncier. Quant à l'opération d'immatriculation des parcelles, elle va permettre aux usagers d'accéder facilement aux dits documents et contribuer à identifier les parcelles légales de celles qui ne le sont pas. Une commission a été mise en place au sein du département pour piloter cette activité. Les problèmes fonciers sont multiples et nombreux dans notre pays. Et beaucoup de gens en souffrent. Donc le chef de l'État nous a instruits de trouver des solutions à ces problèmes. Et l'une des solutions à ces problèmes, c'est l'immatriculation systématique des parcelles. Le gouvernement du Mali a pris le 24 décembre 2020 une ordonnance portant loi domaniale et foncière. Ce nouveau texte législatif en matière de gestion domaniale et foncière, qui a été approuvé après par le Conseil national de transition en octobre 2021, ne prévoit que le titre foncier comme acte de propriété. C'est-à-dire que tout détenteur d'une parcelle de terrain, pour prouver sa propriété, doit posséder un titre foncier. C'est ça les nouvelles dispositions de la loi domaniale et foncière. Et cette loi a prévu une période de 10 ans pour que les citoyens qui détiennent des titres provisoires, qui, après mise en valeur, peuvent être transformés en titres fonciers. Étant entendu que nous avons décidé désormais qu'en République du Mali, il n'y a que le titre foncier comme acte de propriété et que tous les citoyens doivent migrer les titres provisoires vers le titre foncier, donc le chef de l'État nous a instruit de trouver des solutions pour que ce passage-là de titre provisoire en titre foncier se fasse sans difficulté pour les citoyens maliens. Pour cette opération pilote, ce sont les quartiers de Medinakoura, Kalabankoura Sud, Zerni dans le district de Bamako et Kalabankoro Plateau qui sont concernés.
Elle sera étendue à l'ensemble du pays. Un géomètre va se présenter. Ces géomètres, ils seront munis de ce qu'on appelle une réquisition, donc un ordre de mission qui leur permettra de faire ce travail. C'est la seule chose qu'on demande aux citoyens. Vraiment, leur collaboration, leur compréhension, que s'ils voient un géomètre qui vient, c'est uniquement pour délimiter la parcelle. Et nous avons fait par zone. Une fois qu'une zone est terminée, nous allons faire des communiqués pour informer les citoyens que dans tel quartier, tous les titres fonciers, toutes les parcelles qui existent là-bas sont immatriculées. Celui qui souhaite avoir son titre foncier, il peut se présenter au niveau des services de domaine concernés. À la fin du processus, l'ensemble des parcelles légales seront identifiées, immatriculées avec un titre foncier. L'opération concerne l'ensemble du pays. Voilà. Pour parler en tout cas de ce sujet, on a sur ce plateau le colonel-major Chekna et Mamadou Djefaga. Mais avant de lui poser la question, j'aimerais savoir, est-ce que M. Koulibaly est au courant de cette opération? Est-ce que vous pensez également que c'est une bonne chose? Oui, M. Touré, je suis au courant de cette opération, ne serait-ce qu'à sa maintes diffusion à la radio et à la télévision. D'accord. Comme tout bon Malien qui est au pays, il doit être au courant de l'actualité. D'accord. Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, si ça se passe comme qu'ils l'ont dit, c'est une très bonne chose. Maintenir le titre foncier comme seul titre de propriété. Mais ce qui m'inquiète, il y a un mais. Bon, est-ce que ce serait facile de les obtenir? Parce que moi, ça fait 2 ans que je cherche à titrer mon champ, je n'arrive pas. Alors, la réponse, c'est tout de suite. D'accord. Alors, Bablé, ces opérations d'immatriculation, ça me rappelle certains faits quand même. La semaine dernière, sur ce même plateau, nous avions le directeur de transport qui était là pour l'immatriculation des engins roulants. Et cette semaine, le colonel-major Chekna Djefaga est là pour nous parler de l'immatriculation des parcelles au Mali. Il nous dira c'est quelle parcelle, c'est des champs, est-ce que c'est des familles ou encore des industries, il nous dira. Mais en tout cas, cette vague d'opérations d'immatriculation, quel est l'effet recherché? Est-ce que effet des modes ou quoi? Pourquoi? Mais l'effet recherché, c'est de sécuriser les biens. Que ça soit bien foncier, bien mobilier, il faut sécuriser les biens. C'est pour cela qu'il faut procéder à l'immatriculation de ces biens. D'accord. Donc, c'est cette phase aussi de digitalisation qui est là aujourd'hui. Ok. Alors, pour cette opération portant sur les parcelles, pourquoi maintenant? Oui, pourquoi maintenant? Parce qu'il faut voir, je vais dire d'abord, il y a 2 éléments déclencheurs, 2 motivations principales. Le premier élément déclencheur, comme vous venez d'entendre, c'est la loi domaniale et foncière qui a été ratifiée en 2021 par le CNT, qui dit dans son article 82 que le régime de propriété foncière au Mali est l'immatriculation. Et dans son article 86 aussi, qui dit que l'immatriculation est demandée au nom de l'État par le gestionnaire du régime foncier. Donc, dans son article 47, qui est encore 87, qui est encore précis, la loi est encore plus précise dans ça, qui dit que l'État doit immatriculer avant de procéder à l'attribution des terres. Donc, cela veut dire quoi? Que désormais, on ne peut pas attribuer une terre, une portion de terre, sans que cette terre-là soit immatriculée. Mais quand nous partons à la fin de cette loi, dans les dispositions transitoires à l'article 259, qui dit que les détenteurs des titres provisoires, c'est quoi? C'est les documents qui ont été supprimés, que les documents qui ne sont plus donnés à partir de cette loi domaniale et foncière. Il y a les concessions urbaines d'habitation, il y a les concessions rurales d'habitation, il y a les concessions rurales, il y a les lettres d'attribution, il y a les permis d'occuper. Tous ces documents-là qui sont cités, et les détenteurs de ces documents de titres provisoires sont obligés, ils ont un délai de 10 ans pour les transformer en titres fonciers. Donc le second élément déclencheur, c'est la volonté aussi du département, il faut le dire. Je me rappelle les premiers mots du ministre, il a instruit à ce que on facilite, tous les services techniques travaillent dans le sens à faciliter l'accès des usagers aux documents et aux informations foncières. Donc il nous faut aller dans ce sens-là pour accompagner les propriétaires,
les propriétaires de parcelles à avoir rapidement les titres fonciers. D'accord. Vous les avez cités comme ça, mais est-ce que vous pouvez reprendre la liste, par exemple, des actes de propriété qui existaient ou qui existent encore aujourd'hui et qui ne seront plus valables dans 10 ans? C'est lesquels? Permis d'occuper? Oui, il y a le permis d'occuper. Ça n'a plus de valeur? Non. Quoi d'autre? Non. On dit dans la loi ouais. que ces documents gardent leur effet jusqu'à leur transformation. D'accord. Mais les détenteurs ont 10 ans pour les transformer. Ok. Donc cela veut dire que les documents tiennent encore leur valeur. Donc il y a le permis d'occuper, il y a les lettres d'occuper. D'accord. Il y a les concessions rurales qui sont données sur les champs et autres, comme on vient de dire, peut-être il a cette difficulté-là à transformer sa concession rurale en titre foncier. Il y a les concessions urbaines d'habitation, il y a les concessions rurales d'habitation aussi qui sont données. Voilà. D'accord. Ok. Bon, maintenant, l'opération, tu veux poser une question? Non, allez-y. Ok. Alors, l'opération, vous avez dit parcelle. Oui. Quelle parcelle? Parce que vous avez cité tout à l'heure, vous avez dit le quartier de Madina Croix, les quartiers des trucs. Est-ce qu'il y a les champs? Est-ce qu'il y a les industries qui sont quand même sur des terres aussi, qui ont des propriétaires? Et ça porte sur quelle parcelle exactement? Non. Ces opérations d'immatriculation. Quand vous lisez la loi est très claire. On dit les détenteurs des titres provisoires en milieu urbain. C'est pour cela que vous voyez les zones qu'on a choisies aujourd'hui, c'est les zones qui se trouvent en milieu urbain. Et dans ces milieux urbains-là, vous avez toutes les vocations. Ça peut être vocation commerciale, industrielle et habitation qui sont concernées. Donc, le choix s'est porté sur les quartiers de Médine, Zerni, Kalabankura Sud Extension et puis Kalabankura Plateau. Et pourquoi le choix de ces quartiers? C'est parce qu'il y a là-bas qu'il y a les plus gros problèmes ou quoi? Non, en fait, il faut commencer par quelque part. Non, c'est pas ça. Il y a ça, mais c'est pas ça simplement. Parce que quand vous prenez le choix de ces quartiers-là, vous prenez un quartier comme Médine, vous trouverez que les premiers détenteurs ne sont plus là. Peut-être ce sont les petits-fils qui survivent aujourd'hui sur les parcelles. Donc ça, c'est une problématique aussi que nous voulons résoudre à travers cette immatriculation systématique. Quand nous venons dans la zone Zerni, c'est une zone de recasement où on a fait déplacer des habitations d'un quartier à un autre pour la réhabilitation. Donc c'est des quartiers aussi où il y a eu beaucoup de titres provisoires qui ont été attribués. Donc quand vous prenez Kalabankura Sud Extension, c'est une zone où il y a beaucoup de titres fonciers aussi. Mais le restant qui n'est pas transformé, il faut les transformer en titres fonciers. Et nous nous sommes dit aussi, il faut une zone aussi contiguë à Bamako, qui est une zone qui est voisine à Bamako, qui fait partie du sel de Kati. Ça, c'est Kalabankura Plateau. Voilà un peu le choix. Ok. L'opération a déjà démarré ou ça démarre quand effectivement? Non, l'opération a déjà démarré. L'opération est en cours. L'opération est en cours. Maintenant, on attend cette campagne de sensibilisation, y compris aussi l'appui de l'ORTM, la passion du service public, pour nous aider à informer les populations. Mais nous, on le fait, voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Voilà. Alors, sur le terrain, comment ça va se passer exactement? Ok. Comme on l'a dit, il y a les zones qui sont sélectionnées. D'accord. Une fois qu'on sélectionne une zone, c'est-à-dire que, vous voyez, on a fait un travail préparatoire aussi avant cette immatriculation systématique. C'est quoi ce travail en amont? Bon, vous avez vu qu'on a attribué les numéros NINACAD aux parcelles, il y avait l'enregistrement NINACAD. C'est pour nous permettre de savoir sur une zone, il y a combien de parcelles qui sont là exactement. Okay. Donc nous allons faire sortir le nombre exact de parcelles de la zone. Et après, quand nous faisons sortir ce nombre exact, nous faisons sortir les statistiques. Quelles sont les parcelles qui sont déjà en titre foncier? Et ce travail-là est fait avec tous les services techniques. Le service des domaines qui va donner la liste des titres fonciers qui sont créés dans cette zone. Et nous avons aussi la liste des titres provisoires qui sont enregistrés sur zone. D'accord. Alors, on va aller de façon plus pratique. Oui, plus pratique. Une famille X, par exemple, à Médina Croix. Oui. Qui vient pour contrôler? Quel agent assermenté? Qui doit venir? Non, c'est le géomètre qui va venir. Le géomètre. Qu'est-ce qui va prouver, par exemple, au membre de la famille que c'est le géomètre attitré envoyé par le gouvernement? Mais le premier responsable du département vient de dire, le ministre vient de dire... Il va se présenter avec quoi? Il va se présenter avec une réquisition et puis un badge pour dire que, bon, voilà, nous venons au lieu de l'État pour faire le travail d'immatriculation systématique. Et qui sera son interlocuteur? Vous avez dit tout à l'heure que... C'est le détenteur de la parcelle. Ah ben, il y en a plusieurs détenteurs maintenant dans cette famille-là. C'est qui est habilité à le faire? Non. Par exemple, vous avez dit, on prend les vieux quartiers là, oui. Médine, Médina Croix, Amdala, et ainsi de suite. Hein. Mais les premiers propriétaires ne sont plus là. Et c'est qui l'interlocuteur? Non, mais en fait, quand le premier propriétaire n'est pas là, il y a un jugement d'hérédité qui est fait. Et le jugement d'hérédité définit les successeurs et surtout le représentant ou les représentants de l'administrateur de biens. Et si vous pensez que cette étape n'a pas été franchie?
Donc, mais il faut faire cet état-là. Cet état-là est obligatoire. Parce que quand le géomètre va faire son travail, quand le titre est immatriculé au nom de l'État, ensuite, que ce soit le détenteur ou bien les héritiers viendront payer les frais de... Alors, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'informer, sensibiliser les populations, que les uns et les autres aillent d'abord chercher ces papiers qu'il faut pour qu'il y ait un représentant légal face à l'envoyé de l'État? Oui, ça c'est vrai. Sinon, ça va mettre le travail en retard, non? Bien sûr. Bon, ça ne va pas mettre l'immatriculation systématique en retard. Mais ça va mettre la mutation maintenant du titre foncier qui sera créé au nom de l'État, la mutation de ce titre foncier-là au nom des héritiers ou bien au nom du détenteur. Les multipropriétaires, qui sera détenteur du titre foncier à la fin de l'opération, par exemple? Les multiples propriétaires? Oui, les héritiers. Non, en fait, quand le titre est créé, l'inscription sur le titre foncier, ça sera au nom des héritiers, représentés par... D'accord. Oui. Ok. Bablé? Ce que je voulais savoir, est-ce que, par exemple, pour cette mutation, est-ce qu'il y a un coût, en tout cas, qui doit être payé par le détenteur même du permis? Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les prix de cession. Parce qu'on a dit tout de suite que l'article 57 dit que l'article 87 dit que l'État, avant d'attribuer une parcelle, doit l'immatriculer. Donc, si l'État immatricule à son nom, maintenant, le détenteur vient pour payer le prix de cession. Le prix de cession est fixé par mètre carré. Je crois que l'État est en train le département a déjà fait une proposition pour la relecture de ces prix de cession, les réduire considérablement pour que ça puisse être à la portée aujourd'hui. Est-ce que ces prix par mètre carré, ces prix de cession varient d'une zone égale à une autre? Par exemple, le centre-ville, ça va varier par rapport à un quartier aux alentours de Bamako. Oui, bien sûr, les prix de cession à Bamako ne sont pas les mêmes qu'à Kati ou bien dans les périphéries de Kati. D'accord. Bien sûr, ça varie. Alors, mais déjà, là où les titres là sont très très bas, je pense qu'il n'y aura pas de grande variation dans ça. Mais Bamako, quand même, ils ont décidé à ce que le prix soit réduit. Alors, qui délivre maintenant ce titre foncier? Le titre foncier est délivré par le service des domaines. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand nous allons finir avec l'immatriculation de toute la zone? Il y aura une campagne qui sera lancée, qui va dire aux propriétaires, aux détenteurs de parcelles, venez au service des domaines pour payer les prix de cession et retirer vos titres fonciers. Donc c'est exclusivement délivré par ce service? Ah oui, par le service des domaines. D'accord, plus d'agences immobilières qui... Non, pas de coxer ni rien d'autre. Rien d'autre? Oui. D'accord. Pas de coxer ni rien d'autre. Donc il n'y a plus le risque d'avoir de double titre foncier sur une même parcelle? Oui, en fait, l'objectif c'est d'arriver à ça, que nous sécurisons les biens fonciers et qu'il y a aussi que nous évitons cette spoliation ou ces multiples attributions sur les documents fonciers. Vous allez trouver aujourd'hui qu'une parcelle est avec des permis d'occuper et ensuite après vient un titre foncier. Mais il y a aussi que ce qu'on a créé aussi, le référentiel qui est là, qui permet aussi d'éviter ces cas-là, ces cas de multiples attributions de titres fonciers. Là où il n'y aura plus. Il n'y aura plus dans ces cas-là de double attribution des titres fonciers. Ok, on va revenir à la préoccupation de maître qui se disait que bon, voilà comment ça va se passer. En temps normal, c'était la croix et la bannière, un parcours du combattant pour se procurer un titre foncier en bonne et due forme. Et avec cette opération, comment vous allez avoir le flux? Ça lui fait 3 ans qu'il cherche, mais il va lui falloir maintenant 10 ans pour avoir ce titre foncier. Bon. Avec le flux que vous suscitez vous-même. Parce que j'ajoute, vous savez que rapidement au niveau. Oui, colonel major, excusez-moi. Oui. J'ajoute que j'ai un titre provisoire. Oui, je comprends. Oui. Moi, je comprends parfaitement parce qu'il est dans une zone rurale, il veut transformer sa parcelle en titre foncier. Et là aussi, vous savez, c'est l'objectif même de cette immatriculation systématique, surtout en milieu urbain. Mais pour le milieu rural aussi, le département est en train de tout faire pour digitaliser ces procédures-là. C'est-à-dire que bientôt, vous aurez une base de données, une application qui sera là. Vous n'aurez plus besoin de se déplacer pour aller dans un service faire les titres fonciers. Mais en ligne, vous envoyez les informations, on va créer votre titre et vous appeler à venir prendre votre titre foncier. C'est comme ça que cela va se passer. En tout cas, le département a instruit qu'il y a moins de contacts entre l'usager et les services techniques. Surtout avec cette digitalisation, on peut travailler sans qu'il y ait ce contact-là, qui tarde aussi des fois les procédures. Parce que vous-même, vous avez dit, vous avez fait 1 mois, 2 mois ou bien quelques mois, vous n'avez pas encore votre titre foncier. Mais nous sommes en train de travailler, de trouver des solutions
pérenne à ces difficultés-là, qui sont liées à la gestion domaniale et foncière. Voilà. Le délai normal, c'est quand? C'est quoi? Par exemple, lui, il est en train de chercher un titre foncier. Voilà. Oui. Mais quel est le délai? Le délai moyen pour... Bon, le délai moyen, en fait, le délai, quand vous prenez la procédure, c'est-à-dire que le placard qui coûte 30 jours, après le placard, il y a le bornage. Donc, on dit avant le bornage. Le placard, c'est quoi? Le placard, c'est l'affichage de dire qu'on va immatriculer cette parcelle au nom de l'État, au niveau du tribunal. Donc, ça fait 30 jours minimum. Donc, après, il y a le bornage aussi contradictoire. Et avant ce bornage contradictoire, on doit faire un délai de 15 jours pour aviser les voisins et tous ceux qui sont... Voilà, la presse. Voilà, la presse, dire que, bon, voilà, on va faire le bornage contradictoire de telle parcelle. Pour qu'au moins, s'il y a placard, s'il y a opposition, quelqu'un peut s'opposer à cette procédure. Et le bornage contradictoire aussi. Donc, vous prenez 45 jours. Même si on va au-delà de 45 jours, multiplions même par 2, ça nous fait à peu près 90 jours. 90 jours, ça doit suffire pour faire sortir d'un titre foncier. Mais, comme je vous ai dit, nous allons apporter des solutions informatiques à ça, pour qu'au moins si c'est 90 jours, ou bien moins de 90 jours, 60 jours, même moins, qu'on ait le titre foncier. Voilà, c'est que nous reste à combien, à quel délai comme ça? Ah, il y a plus d'un an, ça veut 2 ans. Hein. Non, 2 ans. Oui, on comprend. En fait, il y a... vous savez, c'est ça même l'idée. Aujourd'hui, quand vous prenez, si on ne fait pas cette immatriculation systématique, donner l'occasion déjà. En fait, l'État va créer le titre partout. Que vous êtes prêts ou pas, l'État va créer immatriculer tout. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir, parce que tantôt vous parlez des zones rurales un peu compliquées par rapport au centre urbain, mais je pense qu'il dit la loi au Mali que la terre appartient à l'État, non? Oui, bien sûr. Donc l'immatriculation devrait avoir le même niveau. C'est systématique, c'est pour ça qu'on dit systématique. Et après, quand le détenteur il est prêt, il peut venir payer par tranche. Si le montant total fait 1 million, s'il a 500 000 francs, il vient verser. S'il a 200 000 francs, il vient verser. Le jour où il paye le montant total, on lui donne son titre foncier, il l'amène chez lui, et puis c'est tout. Alors, mais ça trouvera que l'État a déjà fait le travail. Donc, vous voyez déjà, sa procédure, le fait de faire une demande, d'aller chercher quelqu'un qui va suivre son titre foncier, ou bien de dire qu'il va courir, lui-même faire son placard, lui-même il va aviser. Non, ça c'est fini. Donc, c'est ça qu'on veut éviter maintenant. D'accord. Donc, l'État va s'occuper de tout, et à la fin, on vous appelle, venez prendre votre... Mais ça n'est pas fini parce que la digitalisation, elle n'est pas effective. On est en train encore de parler dans le futur. Oui, elle sera effective. On a dit on va le faire. Oui. On va le faire quand? Très bientôt, dans la semaine à venir. Il n'y a pas d'échéance fixe. Non, il y a l'échéance fixe, mais je ne veux pas donner une date fixe aussi. Okay. Ça ne relève pas de moi, mais ça relève des autorités. Ah oui. Monsieur Djambélé, moi j'ai aussi une autre inquiétude. Allez-y. Et je suis précisément de Koutchala. On me dit que les bordures de la route de Bamako jusqu'à Koutchala, tout est en titre foncier. Non, je ne rigole pas. Et les gens ont mis des châteaux, des forages. Bon, ça c'est quoi? Est-ce vrai? Parce que quand l'État veut agrandir une route, il vient dire c'est mon titre foncier. Mais est-ce que vous mesurez ce genre de travail, vous avez la portée de ce qui se fait? Parce que c'est vrai, il y a des gens que tous les deux ils en sont propriétaires. Et en titre foncier. En titre foncier. Mais il faut les dédommager quand il y aura des travaux d'intérêt public. D'accord. Cette dimension, ça rentre dans vos compétences? Non, oui, en fait, ça relève de la compétence du département, mais je ne crois pas que ça soit le cas aujourd'hui. Peut-être si c'est des titres qui ont été créés depuis longtemps, mais en fait, actuellement, il y a les emprises, surtout des routes nationales qui sont connues. Et sur ces emprises-là, on ne crée plus de titres sur ça. Mais si un ancien titre, mon colonel-major. Bon, c'est ce que je dis. Si c'est un ancien titre, l'État va procéder à l'expropriation. Depuis le temps de ATT, pour agrandir le tracé, il n'y a pas de... Depuis le temps d'ATT, la route de Ségou, elle devrait être faite 2 fois 2. Bon, j'ai un problème comme ça. Ok. Alors, et ceux qui sont détenteurs de titres fonciers déjà, qu'en est-il? Il faut tout reprendre. Ah non, pas du tout. Ceux qui sont détenteurs de titres fonciers ne sont pas concernés. C'est ce que je disais au début. Quand vous prenez une zone, prenons Medina Croix, tous ceux qui ont déjà transformé les titres fonciers ne sont plus concernés. Ah bon, d'accord. Oui. L'opération concerne les parcelles non encore titrées.
Voilà. Bablé? Il y a toujours une question vraiment qui me taraude l'esprit parce que le colonel-major vient de donner un exemple par rapport au coût. Il a parlé par exemple si c'est 1 million à payer, si c'est 500 000 à payer, ça fait peur. Vous avez dit que déjà il y a une proposition, si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut avoir juste un exemple par rapport quand même au mètre carré? Voilà, justement du mètre carré. Bon, je ne pourrais pas vous le dire, mais je crois que l'autre jour, cette question a été posée aussi au niveau de la salle. Le ministre a dit qu'on a fait une proposition pour réduire le coût des titres fonciers. Et ça va sortir bientôt. C'était à combien avant? Ah oui, je crois qu'il y avait certaines zones qui étaient à 5 000 francs à Bamako. Par mètre carré? Par mètre carré. Mais je crois qu'ils sont en train de réduire considérablement. D'accord. Voilà. Ça sera à la portée du citoyen. Vous le dites? Oui, je le dis. Confirmation du colonel. Il le dit sans hésitation, il dit que ça sera à la portée de tout le monde. Mais une dernière question. Oui. Est-ce que cette réforme domaniale, elle a même peut-être pour objet que l'État manque de ressources ou bien c'est réellement un problème récurrent qu'on veut résoudre? D'accord. On avait posé la même question à l'autre. Cette immatriculation ou bien cette réforme? L'immatriculation. L'opération d'immatriculation des parcelles. C'est un problème de fond. On veut. D'aucuns disent non, c'est pour renflouer les caisses. Oui. C'est ça votre question? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous répondez? Non, moi j'ai dit que le premier objectif, c'est d'abord se conformer à la loi domaniale et foncière. Et aider les citoyens à sécuriser leurs biens fonciers et avoir des titres de propriété. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous êtes sur une parcelle, vous avez un document qui a le titre provisoire, vous n'êtes pas propriétaire de la parcelle, mais vous êtes détenteur. Vous utilisez la parcelle. Donc, maintenant, si vous avez un titre de propriété, c'est différent. Aujourd'hui, vous prenez un citoyen qui a un titre de propriété, il peut aller à la banque, il va hypothéquer, faire des prêts, il peut investir dans sa société, il peut mettre comme garantie partout. Donc voilà ce système-là qu'il faut approfondir dans ces pays. Déjà, moi aussi, ce que vous venez de dire, ce n'est pas exclu. Mais en fait, si aujourd'hui on est là, l'État va financer ça à des millions parce qu'il faut supporter tout ce qui est frais géomètres, tout ce qui est frais confection de ces titres-là. De retour, il va falloir au moins que l'État ait des recettes pour ça. Donc, ce n'est pas le but de dire qu'on va renflouer les caisses de l'État, mais surtout sécuriser et surtout faciliter, booster aussi l'investissement dans ces pays. Ça, c'est important. Ok. Alors, nous voyons également beaucoup qui ont acquis beaucoup de logements, beaucoup de parcelles, de bâtiments, par le truchement des agences immobilières et en titre foncier. Ça n'a pas... Ces opérations ne sont pas concernées. Les agences immobilières? Oui. On a par exemple le cas de la SEMA qui a donné des maisons en titre foncier. En titre foncier. C'est bon là, tout est bon. Non, tout ce que moi je comprends votre question. Mais tout ce qui est titre foncier déjà n'est pas bon. Ah d'accord. Voilà, ça c'est fini. Donc vous allez plus repayer les frais de cession. Là, les logements sociaux sont concernés. Elles sont des titres fonciers. Oui, c'est un titre global qui a été morcelé. Ça, c'est les titres fonciers. Et après, je crois, à la fin de leur paiement, ils auront des titres fonciers. D'accord. Voilà. Ok. Alors, M. Djambélé, ce qu'il faut retenir, surtout que la population, dire à la population, et surtout aux propriétaires de parcelles, ils n'ont rien à payer dans ce processus-là. Si ce n'est pas le jour où on va les appeler, venez payer les frais de cession et retirer votre titre. Parce qu'on veut sortir de cette spéculation. Quand les gens vont commencer à dire l'immatriculation systématique a commencé, on veut prendre de l'argent aux gens, il y a des coxers, il y a des il n'y aura rien. Pas du tout. Le premier responsable du département, le ministre, il a été très clair. Il ne faut pas de coxers, il ne faut pas d'interlocuteurs. Vraiment qu'ils reçoivent les géomètres qui vont passer pour faire le bornage. Parce que pour l'établissement des titres fonciers, on a besoin des caractéristiques physiques. Absolument. De la parcelle. Voir s'il y a des bâtis, s'il n'y a pas de bâtis, tout ce qu'il y a comme investissement. C'est ce travail et vérifier les bornes de la superficie. C'est ce travail-là que les géomètres vont faire. Ils n'ont rien à payer aux géomètres. Ils n'ont rien à payer à quelqu'un d'autre. Donc, on va sortir de cette lanterne-là, on va sortir de toute cette tracasserie administrative-là pour avoir le titre foncier. Vraiment, c'est notre plus grand souhait aujourd'hui. D'accord. Et c'est l'appel que vous lancez à la population. Merci. D'accord. C'est presque l'heure. C'est fini pour aujourd'hui. Oui. D'accord.
Et qu'est-ce qu'on fait? On va remercier Maître Sako Almami Koulibaly, expert judiciaire spécialiste en finance et comptabilité. Oui. Et il y en a d'autres également dans notre secteur, hein, comme vous l'avez dit. Oui. Merci de nous avoir donné cette information. Colonel-major Chekine Djefaga, secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière. Vous êtes dans un domaine très sensible. Hein. Le problème pensionnel, ça n'est pas facile. Que Dieu nous aide. Merci. Et bonne chance à l'opération d'immatriculation des parcelles dans notre pays. Merci. Bablé, à vous. Merci. Merci également à l'équipe de production. Ouais. Et tout à l'heure, le journal de 13h. Présentation Aïché Baba Keïta. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, c'est dimanche prochain, canal 12-13. Inch'Allah, merci de rester sur l'ORTM. Excellent moment de télévision. Denise, une femme innocente et sereine, a tout dans la vie. N'importe quel homme peut tromper sa femme. Rien ne va plus, Denise. C'est la fin. Dis-moi ce que je peux faire pour aider, pour être d'assistance. Voici les formalités de divorce. De divorce? Oui, on va signer une procuration de divorce. Jusqu'à ce que son mari disparaisse sans laisser de traces. Je ne sais vraiment pas, madame. Cela fait des jours que je n'ai pas vu votre mari. Nous sommes les nouveaux propriétaires. Il a vendu la maison? Après avoir perdu sa maison et toutes ses richesses, cette mère de famille va se trouver dans une situation difficile. Vous savez s'il y a des maisons à louer dans le coin? J'ai de la famille dans cette rue. Et se battra au quotidien pour survivre, faisant de son mieux pour le bien de ses 2 enfants et de son père âgé. Et voilà. C'est dans cette nouvelle réalité qu'elle rencontre Mirat, un homme qui s'avérera être son sauveur. Ne vous approchez pas, ou je vous jure que je vous tue. Qui êtes-vous? Tout le monde a droit à une seconde chance. Il faut juste y croire. On vous envahit et ensuite tous ces problèmes qu'on vous crée. Vous ne me devez rien du tout. Tout ça se finira bien. Silence de l'aube, alors que tous les Maliens dorment encore, nos défenseurs se préparent. Pour eux, chaque journée est un défi. Chaque défi, une mission. Ils laissent derrière eux leurs familles, leurs enfants pour nous protéger, nous servir. Leur force réside dans leur unité, leur détermination inébranlable, leur courage inégalé. Face à l'adversité, ils avancent sans peur afin de garantir notre liberté. À leur retour, nos héros retrouvent ce qu'ils aiment, grâce à leur bravoure, leur dévouement. Beaucoup de nos soldats ont donné leur vie pour que la nôtre soit meilleure. Jamais nous n'oublierons leur sacrifice. Les défenseurs de notre Maliba, soutenons nos héros et nous serons invincibles. Restez en contact avec vos proches à l'étranger grâce au forfait appels internationaux. Oui, recevez jusqu'à 1 heure pour appeler le Nigeria, la France, les États-Unis, la Chine et plein d'autres pays à partir de 1000 francs seulement. Rendez-vous sur l'application Maxit Mali ou composez dièse 101 dièse 66 dièse. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2024. Orange est là.
Voici les titres qui seront développés dans ce journal. 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. 25e région dans le cercle de Sofara. Madame le ministre de la Santé et du Développement social et ses partenaires apportent leur soutien et assistance aux sinistrés des inondations et des personnes vulnérables. La vaste opération de lutte contre la fraude lancée par les soldats de l'économie continue à faire tache d'huile. Le bureau secondaire de Banconi vient de saisir 75 motos de marque TVS et des casques sur le fleuve Djoliba dans le cercle de Kangamba. Dimanche 13 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre l'ORTM. Les rideaux sont tombés sur la série de sessions d'approbation du programme national d'éducation aux valeurs PNEV. La dernière session était destinée à la haute administration, au commandement militaire, aux autorités administratives indépendantes et aux institutions des collectivités territoriales. Pour le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture, le Dr Shogel Kokala Maïga est convaincu qu'avec des hommes de valeur, on pourra obtenir un nouveau type de Malien. C'est un reportage de Mamari Kone et Ali Touré. À travers cette session d'appropriation, il s'agit pour les représentants de la haute administration du haut commandement militaire, des autorités administratives indépendantes et des institutions des collectivités de se familiariser avec le document, la vision, les objectifs, les axes stratégiques, le plan d'action et les cadres institutionnels. À l'entame de la séance, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a insisté sur l'importance du programme national d'éducation aux valeurs dans le processus de refondation. Au terme des dispositions de la loi fondamentale, l'administration accomplit sous différentes formes les missions d'intérêt général en vue desquelles les services ont été institués. Quant aux forces armées et de sécurité, elles sont chargées de la défense de l'intégrité du territoire national et de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l'ordre et de l'exécution des lois. Elles sont républicaines et au service de la nation. Les collectivités territoriales, elles, constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires. Les exposés des experts ont mis en lumière notre riche héritage historique. Quant au programme national, il s'articule autour de 5 axes stratégiques qui visent à former un nouveau type de Maliens. Le Premier ministre a félicité le collège d'experts pour la qualité des échanges avant de promettre que des réponses seront apportées aux préoccupations et questions soulevées. Le débat témoigne de l'intérêt que vous accordez à la vision du programme national d'éducation aux valeurs qui consiste en la promotion de notre fonds des valeurs positives comme source de motivation et de réarmement des jeunes générations, utilisant notre capital humain comme un levier efficace d'épanouissement général et de promotion du développement. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie, gage de la réussite de la mission de service public assignée à l'administration publique et au commandement militaire. Je dirais à nos experts que nous sommes fiers de vous. Réécrivez la vraie histoire du Mali. Ce qu'on nous a enseigné là, c'est ce que les autres ont écrit. Quand vous prenez un enfant, il va vous parler de la Révolution française de 1789, de l'ère industrielle à Londres, en Angleterre, mais il ne connaît rien de chez lui. Messieurs les professeurs, le programme national d'éducation aux valeurs doit être un bréviaire pour tous les cadres supérieurs de notre pays. Il faut lire et relire, le comprendre, l'avoir sur vos tables. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour donner à la haute administration, au commandement militaire et aux autres participants quelques éléments pour expliquer les vrais enjeux politiques et économiques du moment. Je demande à tous les Maliens qu'on fasse l'union sacrée autour de nos autorités pour conduire cette transition. Mais tous ceux qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues, nous n'allons jamais accepter ce que j'appelle la clarification. C'est le temps de la clarification maintenant. On ne peut plus continuer. Parce que vous savez, la parole est donnée aux politiques pour 2 raisons. Il y en a qui parlent pour vous expliquer ce qu'ils veulent. Mais il y en a qui parlent pour vous cacher leurs vraies intentions.
Vous savez qu'au Mali, il y a des groupes, des gens qui sont devenus célèbres, parce qu'ils sont dans les radios, dans les médias, ils parlent. Ils sont devenus des grandes personnalités. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils ont tout. Parce qu'ils agressent les gens verbalement, ils insultent les personnes d'honneur, tout le monde a peur. Et ils deviennent des célébrités. Ça, ce n'est pas des gens qui veulent le changement. Le Mali n'acceptera pas que ceux qui ne sont pas pour le changement lui disent là où il doit aller. On ne l'acceptera pas. C'est comme ces États qui veulent nous vassaliser. Nous leur avons dit, laissez-nous en paix. Initié sous l'impulsion du colonel Assimi Goïta et conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, la série d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs avait pour objectif de relancer et consolider les valeurs fondamentales de la citoyenneté au Mali. En 5e région, dans le cercle de Sofara, Madame le ministre de la Santé et du Développement social et les partenaires humanitaires apportent leur soutien d'assistance aux sinistrés des inondations et des personnes vulnérables. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cet appui alimentaire et non alimentaire pour 620 ménages sinistrés pour un montant de plus de 53 millions de francs CFA vient d'être fait. Nous avons plus de détails avec Aminata Touré. Les variations et changements climatiques ont provoqué des inondations avec des pluies plus intenses sur de plus courtes périodes, occasionnant plusieurs dégâts. La région de Mopti en général et le cercle de Soufara en particulier a été durement éprouvée par les conséquences des pluies et la montée des eaux. C'est pourquoi, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion avec comme thème, la solidarité envers les victimes des catastrophes est un devoir citoyen et un acte de civisme. Le ministre de la Santé et du Développement social et les humanitaires viennent d'apporter une assistance aux sinistrés des inondations et des personnes vulnérables du cercle de Soufara dans la région de Mopti. Nous sommes porteurs de la solidarité envers les populations affectées à travers un appui alimentaire et non alimentaire composé de 30 tonnes de riz, 30 tonnes de maïs, 30 tonnes de mil sorgho, 300 cartons de pâtes alimentaires, 60 bidons d'huile, 100 moustiquaires, des médicaments et consommables, l'assistance alimentaire et non alimentaire à 620 ménages sinistrés, des kits scolaires et des kits de dignité. Je profite de cette tribune pour solliciter les autorités et les humanitaires ici présents à veiller exceptionnellement sur la commune de Fakala qui accueille au quotidien des nouveaux déplacés liés avec la proximité des zones de conflit. Autre axe fort de la délégation ministérielle, la visite technique à la maternité et des imageries médicales à l'hôpital Somino-Dolo de Mopti et la visite au centre médical garnison de Sévaré. La délégation ministérielle qui est venue pour apprécier à sa juste valeur certaines acquisitions importantes, notamment le renforcement de l'imagerie. À travers la dotation, un premier scanner de 16 barrettes et un second scanner de 128 barrettes, qui est le premier et le seul au Mali pour le moment. Auparavant, Madame le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sofara. L'ONG Association malienne pour la solidarité et le développement, AMSOD, et ses partenaires viennent de porter assistance aux populations victimes des inondations de la commune urbaine de Gao. 18 millions de francs CFA ont été éjectés pour cette opération financée par l'Union européenne. Le compte rendu de Sambare Haïdara. Cette remise de kits concerne 300 ménages victimes des inondations de la commune urbaine de Gao. La cérémonie de remise, initiée par l'ONG AMSOD, a mobilisé non seulement les autorités administratives, les partenaires de mise en œuvre, mais aussi les bénéficiaires. Suite aux inondations, il y a eu franchement des victimes qui a causé vraiment la vulnérabilité, vraiment, beaucoup vraiment de populations, surtout dans plusieurs aussi quartiers. Et suite à cela, il y a eu un cri de cœur de toutes les autorités. Nous, AMSOD, en partenaire avec NRC, nous avons jugé nécessaire vraiment, à travers les besoins vraiment qui sont pointés, assister selon notre capacité 300 ménages
en kit NFA. Les bénéficiaires de cette action humanitaire ont remercié les donateurs pour ce élan de solidarité à leur endroit. Cette action vraiment est la bienvenue. Comme c'est du cash, les gens vont savoir l'utiliser parce que c'est à cause de ça que l'ONG même et ses partenaires ont fourni l'effort pour au moins satisfaire une petite partie des besoins des gens. Les autorités administratives ont pour leur part salué l'engagement et la promptitude de l'ONG AMSOD. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les partenaires humanitaires qui ont répondu à l'appel en apportant leur soutien. Permettez-moi également de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de cette activité. Notons que ce sont 300 ménages victimes qui ont reçu chacun une somme de 60 000 francs CFA pour un montant global de 18 millions de francs CFA entièrement financé par l'Union européenne. La vaste opération de lutte contre la fraude lancée par les soldats de l'économie continue à faire tache d'huile. D'ailleurs, je vous l'annonçais dans les titres. Le bureau secondaire de Banankoro vient de saisir 75 motos de marque TVS et des casques sur le fleuve Djoliba dans le cercle de Kankamba. À noter que cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par la Direction générale des douanes. C'est un reportage de Tamsir Diabaté et Sérike Koulibaly. Une douane engagée et professionnelle au service du développement. Le message est clair et les moyens à disposition. Voilà qui justifie les résultats tangibles des douanes maliennes au quotidien. Les éléments de l'inspecteur général Amadou Kodaté sont plus que jamais déterminés à mettre fin à la fraude dans un Mali en pleine mutation. Nous sommes engagés pour ça à vie. Tant que nous sommes habillés, nous sommes là pour lutter contre la fraude. Partout où ça se trouve, et quelle que soit la forme aussi. Donc c'est la raison de tout les douaniers. Tous les gens de douane sont engagés pour cela. Pour preuve, la mission de patrouille de la brigade commerciale du bureau secondaire de Bandankoro dans la région de Koulikoro vient une fois de plus de saisir 75 engins à deux roues, de marque TVS et des casques. Cette opération a été menée sur le fleuve Djoliba à Kenyogui, cercle de Kangaba dans le versant guinéen. Et c'est grâce à la vigilance de la mission de patrouille déployée pour la circonstance que cette opération a été menée avec succès. Tout est parti ce jeudi 10 octobre entre 4h et 5h du matin. Malgré la crue du fleuve, ces trafiquants ont tenté de contourner les bureaux de douane en passant par le fleuve. Malheureusement, le plan échoue dans l'eau. Les services de renseignement étaient aux aguets de jour comme de nuit. Les trafiquants mordent ainsi à la maison des soldats de l'économie. Le bureau secondaire de douane de Banankoro a procédé à une saisie qu'on peut qualifier de saisie spectaculaire. Parce que quand on analyse le moyen utilisé par les fraudeurs pour commettre leur forfait, nous aussi, de notre côté, on s'est organisé en conséquence. Et sur information, les éléments ont pu mettre la main sur une pirogue remplie de motos. Justement, au-delà de la mobilisation des recettes, les douanes se mobilisent et s'engagent à véritablement lutter contre la fraude. Cette saisie rentre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques données depuis quelques années par le ministre de l'économie et des finances. Orientations stratégiques qui se déroulent en 3 points. D'abord, l'atteinte des objectifs de recettes, la lutte contre la fraude. Enfin, la mise en œuvre des réformes. Le mérite revient donc aux populations qui s'engagent aux côtés des douanes à relever les défis relatifs à la lutte contre la fraude et la contrebande, désormais considérés comme cheval de bataille d'Amadou Konaté et ses hommes. Fin de la campagne de lancement des activités du projet Grand Bamako. Durant 2 jours, les participants, notamment les acteurs du domaine des collectivités, se sont penchés sur les enjeux et les avantages du projet Grand Bamako, qui est une initiative de développement local regroupant 26 collectivités. Celles-ci vont désormais mutualiser leurs moyens pour faire face aux nombreux défis pour le bien-être des populations. Ari Matina nous en dit plus.
La campagne de lancement des activités du Grand Bamako a permis, durant 2 jours, de présenter l'ambitieux projet Grand Bamako, sa vision, ses avantages. Les participants aux travaux que sont les délégués des différentes collectivités, les membres du bureau du Grand Bamako, les représentants des départements sectoriels et les délégations du Burkina Faso et du Niger ont partagé les idées à travers des panels assortis des recommandations. Le recrutement des agents qualifiés et surtout leur équipement. En deuxième recommandation, nous avons la planification stratégique avec des axes d'intervention qui vont être identifiés. Mettre en place un organe de gouvernance entre les services techniques et les collectivités, les entreprises et les organisations de la société civile. En troisième position, nous avons la participation de l'État dans le financement des infrastructures structurantes en ce qui concerne les compétences de transport, de transformation, d'énergie, d'eau et d'assainissement. Il faut la création des agropoles à travers l'accompagnement des intercollectivités éventuellement sur le territoire de financement par public-privé, partenariat public-privé. En dernière position, nous recommandons le paiement des cotisations des membres du Grand Bamako pour permettre l'atteinte des objectifs visés. Le district de Bamako, en tant que membre de cette intercollectivité, est engagé à fond et à l'accord des principes du gouvernement à travers le ministère de l'Administration et de la Décentralisation pour travailler dans cette vision, pour travailler dans cette identité. On a les défis liés à l'assainissement, on a des défis liés à l'accès à l'énergie, on a les défis liés à la mobilité, et on a les défis liés à l'emploi des jeunes et des femmes qui sont au niveau de ces collectivités. C'est à travers ces opportunités qui sont là. Et je pense que cette campagne répond à cet objectif. Cette activité de lancement jette ainsi les bases de l'opérationnalisation du Grand Bamako, considéré désormais pour les 26 collectivités comme moteur de développement local. L'Association pour le soutien aux enfants déficients intellectuels et physiques, ACEDIP, a commémoré dimanche 6 octobre la journée internationale dédiée aux personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Cette maladie fait référence à un groupe d'affections impliquant une difficulté à bouger et une raideur musculaire. Cette journée vise à faire valoir le droit de ces enfants en facilitant leur insertion dans la société. Le compte rendu de Smao Haidara. Ils sont plus de 200 membres de l'Association pour le soutien aux enfants déficients intellectuels et physiques, ACEDIP, tous parents d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale IMC, à œuvrer pour la même cause, celle de combattre leur marginalisation et leur discrimination au sein de la société en organisant cette journée. Le 6 octobre. Le 6 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale dédiée aux personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. C'est une journée que l'on a découverte sur les réseaux sociaux. L'objectif pour nous est de faire connaître les difficultés de ces enfants au monde entier. À travers cette journée, une conférence a été animée sur la meilleure façon de s'occuper de ces enfants. Notre mission principale est de sensibiliser les parents de ces enfants pour qu'ils puissent les accepter et les aimer comme tels. Au cours de cette journée, notre conférencier a beaucoup parlé des méthodes que ses parents doivent adopter en cas de crise de ces enfants. Et la présidente de conclure en appelant les autorités à les aider à réduire le prix des médicaments de ces malades qui sont très coûteux selon elle. Tenue à Sens, la 4e édition de la conférence nationale annuelle de l'Union des hommes de l'Église chrétienne évangélique du Mali. Chaque année, elle regroupe les participants des 19 districts de l'Église chrétienne du territoire national dans la ville de Sens durant 3 jours. Drissa Kone y était. 4e du genre,
Cette conférence nationale de l'Union des hommes de l'Église chrétienne évangélique du Mali, UHECM, se tient traditionnellement à 100. Elle rassemble des hommes des 19 districts de l'Église chrétienne du Mali, cela en conformité avec la Bible qui place l'homme comme responsable de la famille. L'objectif est d'accompagner ceux-ci dans l'accomplissement de cette mission, d'où le thème central « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Au cours de ces 3 jours, nous avons des orateurs imminents qui vont à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, accompagner les hommes, leur donner les ressources spirituelles pour accomplir cette mission. C'est à marge de ces fondements bibliques que 2 sous-thèmes seront débattus, à savoir l'extrémisme violent et la santé du 3e âge. Une manière pour l'UHECM de participer à la construction du Mali courant. Il faut que la crainte de Dieu soit dans le cœur des Maliens. Et c'est à cela que nous aurons un Mali nouveau. La transformation réelle des cœurs, la prise de conscience et la compassion des cœurs envers le voisin et envers la nation. Puisse la famille être pour nous le socle de l'éducation, du bon comportement, un endroit de solidarité, d'entraide et de communion religieuse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec nous. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche.